peut-être sans doute une difficulté pour moi, mais enfin, je vais quand même essayer de vous faire part un petit peu de mon témoignage et de la façon dont j'ai vécu cette journée très riche. Auparavant, je vais me permettre en quelques secondes de rappeler ce qu'est le HESP, donc l'École des hautes études en santé publique, dont certains d'entre vous dans la salle ont connu sous une forme ou une autre, qui fut anciennement l'École nationale de la santé publique, donc qui a été transformée en grand établissement il y a 3 ans. Et je profite d'avoir également la parole pour indiquer qu'il existe au sein de cette école plusieurs formations qui s'intéressent aux questions de santé et d'habitat et de santé-environnement plus largement, notamment une formation d'ingénieur de spécialité, ingénieur de génie sanitaire, et puis un master spécialisé que nous menons depuis cette année avec l'École des mines de Paris, Mines Paris Tech, dont le titre c'est Santé-environnement, enjeu pour le territoire et l'entreprise. Et donc ces questions abordées aujourd'hui sont tout à fait au cœur de ces 2 formations. La première chose que je voudrais dire en conclusion, c'est vous faire part de la satisfaction que moi j'ai eue de participer à cette journée, d'abord qu'elle soit organisée. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter les organisateurs et les participants et les intervenants pour la qualité des interventions. Mais moi je me félicite que ça ait lieu, parce que c'est quand même très récent que les collectivités, que des élus, que des techniciens des communes s'intéressent simultanément aux questions d'environnement, de développement durable et de santé publique. Et donc rien que cela, c'est déjà un succès indépendamment de tout ce que vous pourrez retirer de cette journée. J'ai tiré, moi, quelques idées un petit peu clés que je vais vous livrer en vrac, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps de préparer, mais quelques idées en vrac que j'ai pu tirer. La première, on a pu le voir à plusieurs reprises, c'est que environnement, développement durable, économie d'énergie, ce n'est pas toujours synonyme de protection de la santé. Et ça, ce n'est pas évident pour beaucoup de personnes. Dès lors qu'on protège l'environnement, on protège la santé. Eh bien non. On l'a vu avec la question de la pollution atmosphérique, puisqu'on se rend compte que l'économie d'énergie impose une meilleure étanchéité des logements et donc qui se fait sans doute à l'insu ou en défaveur de la santé. L'usage de matériaux mieux isolants qui se font aussi pour partie, et on est en train de faire une étude sur la pollution atmosphérique dans des logements BBC, on se rend compte que ce n'est pas mieux, voire pire, même probablement pire que des logements traditionnels. Donc ça, c'est une première remarque que je voudrais faire. Je vais vous donner un autre exemple puisqu'on est dans le domaine de la santé. C'est celui de l'usage des équipements à usage unique à l'hôpital, certes, qui sont tout à fait favorables à la santé, mais quel impact sur l'environnement et quel impact sur la consommation d'énergie et de matières premières. Donc simplement pour bien qu'on soit clair là-dessus, c'est qu'il n'y a pas corrélation, et il y a même parfois opposition entre santé et protection de l'environnement. La deuxième remarque que je voudrais faire, Suzanne Déhou l'a introduite ce matin, c'est que le bâti, ce n'est pas que de la technique. Ce ne sont pas que des briques, des isolants, une ventilation à simple flux, à double flux, des fenêtres à triple vitrage, etc. Mais c'est aussi un lieu de vie. Et je pense, et je souhaite vivement, en tout cas cet après-midi, les choses ont été peut-être rectifiées par rapport aux interventions de ce matin. Non pas que les personnes soient en cause, mais c'était le montage de la journée qui a voulu cela. C'est que... il faut avoir à l'esprit, dès lors qu'on s'occupe de santé, qu'on s'intéresse à la question de santé, au bien vivre ou à éviter le mal vivre. Et le bien vivre, ça vient au-delà des niveaux de pollution atmosphérique, du niveau de bruit, etc. Et donc je pense qu'il faut que vous ayez bien cette préoccupation à l'esprit, avec toutes les difficultés que j'évoquerai juste après. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est que, et cela a été évoqué rapidement par Emmanuel Briand tout à l'heure, c'est qu'auparavant, on était à peu près tranquille avec les polluants, avec la situation des risques pour la santé liés à l'environnement. Il y avait l'amiante, il y avait un certain nombre de choses. On avait des seuils, on a une réglementation, on applique la réglementation, il y a des responsabilités qui sont bien identifiées. C'est facile. C'est très, très relatif ce que je dis. C'est pas facile, mais c'est moins difficile que ce à quoi on est confronté maintenant, puisque ça a été dit juste lors de la table ronde avant. C'est que maintenant, non seulement dans la pollution atmosphérique intérieure, il y a les questions de bâti, les questions d'enveloppe, mais également le comportement des personnes, les matériaux, tu l'as réévoqué tout à l'heure, en termes d'usage à l'intérieur, des meubles qu'on utilise, des pratiques individuelles de nettoyage, d'hygiène, etc. Et donc là, on a une approche beaucoup plus globale où les responsabilités, la connaissance des risques, et je voudrais insister sur la méconnaissance des risques que l'on a sur un certain nombre d'agents. Alors pour certains, c'est très clair, le radon, c'est clair. Et Dieu sait pourtant s'il y a encore des problèmes avec le radon. Pour les rayonnements électromagnétiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour des substances plus émergentes, eh bien, c'est extrêmement compliqué. Donc là, on a des complexités certes
certaine, à la fois en termes de connaissance des risques et de capacité à intervenir, vu que les responsabilités sont très diluées. Et cela m'amène à peut-être la conclusion la plus importante que j'ai tirée de cette journée, c'est la responsabilité centrale, de mon point de vue, des élus et des collectivités locales, pour plusieurs raisons. La première, c'est celle-ci, c'est qu'il faut avoir une vision globale de l'individu. Or, qui, de façon plus globale que les collectivités, que les responsables, que les élus locaux, peuvent avoir une vision globale de l'individu, des communautés, des collectivités ou des groupes d'individus? Je pense que c'est vraiment le cœur de leur responsabilité, c'est d'avoir cette approche globale de l'individu qui me paraît tout à fait importante et qui paraît pour partie une réponse, ou du moins un axe de réponse à la prise en charge de ces problèmes de santé au sens OMS, au sens élargi que j'ai évoqué tout à l'heure. L'autre rôle central, un des autres rôles centraux que je le vois, on l'a bien entendu dans la journée, c'est la multitude d'acteurs. Il y a des acteurs techniques, il y a des acteurs économiques, il y a des acteurs sociaux. Et donc tous ces acteurs, qui peut les mettre autour d'une table? Qui peut articuler? Cela a bien été dit à la fois ce matin et cet après-midi dans la table ronde. Qui peut articuler tous ces acteurs? Mais je crois que là aussi, c'est le rôle des collectivités locales, des élus, des agglomérations, qui ont cette capacité, qui ont la connaissance du terrain, qui ont la connaissance des besoins des uns et des autres, et donc cette capacité à mettre ces différentes personnes autour d'une table. Dernier point sur cette question du rôle central de la ville, c'est qu'on a beaucoup parlé d'habitat, de logement, très bien, mais le logement s'insère dans un aménagement du territoire plus large. Et je voudrais insister, ce n'était pas l'objet aujourd'hui, donc il est absolument normal que cela ne soit pas évoqué, mais je voudrais insister sur le fait que le bâti ne se construit pas n'importe comment, n'importe où. Il se construit dans une approche structurée, réfléchie, prospective, avec toutes les dimensions qu'on a pu voir auparavant, les dimensions sociales, économiques, sanitaires, techniques, urbanistiques, juridiques, etc. Et donc là également, la collectivité locale a un rôle extrêmement important en termes d'aménagement avant d'aborder le bâti. Donc réfléchissons préalablement à l'aménagement, parce qu'on a parlé d'inégalité, et je crois que c'est un problème central qui est même de plus en plus prégnant dans notre société, d'inégalité sociale de santé. Certes, elle existe pour l'habitat, mais elle existe également en termes d'aménagement. Et donc en termes d'accès aux services publics, d'accès aux transports, de milieu environnemental contaminé, de perception de l'image que peuvent avoir les quartiers. Et je pense très important de bien prendre en considération le bâti dans un ensemble d'aménagement, et donc d'être le plus prospectif, le plus préventif, le plus en amont possible de ces questions-là, afin d'éviter de se retrouver dans des situations comme monsieur de la ville de Montreuil l'a évoqué tout à l'heure, faire de la rénovation qui finalement a ses limites. Et donc essayons à l'avenir d'être plus prospectifs et de créer pour du durable, pour du long terme, et non pas pour du 5, 10, 15 ans avec des rénovations à la clé. Le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, on a quand même changé de paradigme. On a pris conscience que l'homme vit dans un environnement qui est multiple, dans des environnements multiples, et que l'habitat expose à de multiples situations, à de multiples sources de contamination, à de multiples effets sanitaires. Et donc, il faut qu'on révise, et je pense que c'est peut-être ça le plus stimulant pour l'avenir, il faut qu'on révise notre pratique qui était encore jusqu'à maintenant très souvent en tuyau d'orgue. Et donc là, et c'est là-dessus que je conclurai, en introduisant le guide qui va vous être présenté tout de suite, c'est que les responsables communaux, les responsables d'agglomération ont un rôle tout à fait central sur cette capacité à réfléchir différemment. Vous avez un outil, indépendamment du réseau Ville Santé, vous avez un outil qui vient d'être publié, qui devrait être un support extrêmement utile à l'avenir pour être capable d'englober toutes ces difficultés, toutes ces dimensions. Et donc, j'en profite, c'est la transition qui était prévue comme ça, pour vous passer la parole. Et donc, en vous remerciant pour d'abord la qualité de la journée, et puis également la publication de ce guide qui, je pense, va être quand même d'une très grande utilité pour les élus.